à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus pour assister à ce talk qui incarne le thème de la saison, Past Reveals Future, l'héritage comme souffle créatif. Pour ce coup d'envoi, nous avions envie faire d'intervenir des voix inspirantes, des designers, des créateurs et des artistes qui ont des pratiques créatives à la fois hybrides, singulières et novatrices. Ce matin, nos invités incarnent cette jeune garde qui fait conjuguer héritage, innovation, prospection et qui s'interroge sans cesse pour mieux réinventer nos espaces, nos façons d'habiter et à créer des imaginaires qui soient à la fois contemporains, durables et optimistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous les présenter. On a Mariana Ladré à ma gauche et on a Désirée Morebzandi qui est avec nous d'Australie, de Melbourne exactement, où elle est en résidence en ce moment et elle nous fait le bonheur d'être avec nous. Nous avons ensuite Tim Leclabar, qui est un habitué des lieux, et le duo de Atelier Craft, donc Roman Chibzak, si tu valides, et Minta. Alors pour ce talk, nous avons attribué des catégories, ce qu'on peut appeler plutôt des manifestes. Bon, je vais vous les dire, mais c'est vrai que vous allez sûrement pouvoir vous reconnaître dans chacun d'entre eux. Donc toi, Mariana, tu as le thème métamorphose que tu incarnes très bien avec ton travail, quand l'upcycling devient une alchimie créative. Atelier Craft, vous incarnez le terme mutation, hybridation entre tradition, innovation et bon sens. Et Tim, baroque recomposé, ou comment plutôt l'artisanat d'art est revisité avec une intention contemporaine et un twist inattendu. Et Désirée, on peut vous affilier au néo-folklore, ou quand l'artisanat, ou plutôt comment redonner une voix au rituel et aux récits locaux par le prisme de nouveaux matériaux. Pour commencer, je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous pour que vous nous présentiez votre travail à votre manière, avec vos mots. Je pense que ça sera une façon plus simple de comprendre à tous votre singularité. Alors, je vais peut-être commencer par toi, Désirée, comme tu es loin. Peux-tu un peu introduire ton travail et qui tu es? D'accord. Bonjour, je m'appelle Désirée Morebzandi. J'ai créé des tapisseries sculpturales. Mon travail est entre le tissage, la peinture et la sculpture. Je suis née à Berlin. J'ai grandi à Adana, dans le sud-est de la Turquie. Mon histoire familiale est partagée entre les cultures iraniennes, ouzbèques et turques. Le textile a toujours fait partie de ma vie, surtout grâce à ma grand-mère qui m'a appris à tisser. Et je suis actuellement à Melbourne pour préparer une résidence à Australian Tapestry Workshop. Merci, Désirée. Mariana, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bonjour. Alors moi, j'ai mon studio de design basé à Paris depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, j'ai commencé par la mode. Et en fait, je me suis un peu trouvée ces dernières années. Et je suis plutôt dans le design multidimensionnel, on va dire. Et ce que j'aime bien faire, et ce dans quoi je me suis spécialisée, c'est quand même l'upcycling des matières plastiques et qui m'inspire beaucoup et que je travaille avec bizarrement beaucoup de facilité. Tim? Bonjour, je ne suis pas designer de formation. J'ai travaillé dans des galeries d'art et avec des antiquaires. Et après 10 ans d'expérience dans ces galeries, je me suis dit que j'avais envie de passer du côté de la création et j'ai monté mon studio de design. Et je pense que les pièces sur lesquelles je travaille font surtout hommage à l'histoire des arts décoratifs, au savoir-faire. J'essaie de plus en plus de m'orienter vers la matière et justement l'upcycling fait aussi partie des ambitions que j'ai envie de mettre dans mon travail. Est-ce que tu dirais que tu es plus dans le domaine du design de collection? Oui, par la force des choses, comme je connaissais plutôt le côté du marché, très vite, je me suis orienté vers des pièces plutôt uniques ou en édition limitée. Et du coup, ce qu'on appelle le collectible design. Atelier Craft? Alors avec Mine, on a monté Atelier Craft, qui est un studio de design et d'architecture, mais on aime bien dire que c'est un studio créatif au sens large. Mine est designer de formation, moi je suis architecte de formation.
Et l'idée, c'est vraiment de décloisonner les pratiques le plus possible. On ne s'interdit aucun sujet. Et on s'est donné comme mission de transformer le design par le faire. Et c'est donc ce qui constitue la particularité du studio, c'est-à-dire qu'on est à la fois concepteur et constructeur. Et tout ce qu'on dessine, en fait, on le prototype et on le construit dans nos ateliers. Donc on a à la fois des bureaux de conception et des ateliers de fabrication. Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Minta, je suis effectivement le cofondateur de l'atelier Craft. Et du coup, notre mission, après cette vision du design par le faire, c'est du coup Creative Activities. Du coup, c'est de ne pas se limiter en termes de projets créatifs. Donc chez nous, ça va d'une fève à une architecture expérimentale. Donc voilà, on travaille toutes les échelles du design jusqu'à l'architecture. Merci. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte qui est challengé par la crise écologique, la surconsommation, l'uniformisation, c'est difficile, j'imagine, de trouver sa place en tant que créateur, d'avoir le geste juste, de même délivrer son message. Mais vous incarnez quand même cette génération qui a ce désir de questionner l'existant, de réfléchir aux procédés de fabrication dans toute sa globalité, et de manière très différente, on va le voir, mais avec toute cette même quête, me semble-t-il, qui est celle de perpétuer la trace du passé, transmise au présent, mais aussi au futur. Ce qui m'emmène à vous poser, à vous poser une première question, qui est qu'est-ce que c'est votre définition du mot héritage, bien sûr en écho à votre pratique artistique. Je vais peut-être commencer par toi, Mariana. Oui, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Et c'est vrai que l'héritage, pour moi, dans mon travail à moi, c'est vraiment le travail des archétypes. Parce que pour moi, on est dans le design. Ce qui m'avait marqué quand j'ai commencé à faire des études de design, c'est la définition du design comme améliorer l'habitabilité du monde. C'est une des fonctions du design et une des définitions. Et je pense qu'on peut améliorer cette habitabilité du monde dans plein de façons différentes, hein, si c'est juste pour du visuel ou du fonctionnel, mais en travaillant comme l'humanité, en fait. Hein, on avance depuis plusieurs générations, depuis des milliers d'années, et on avance, on fait des choses, et à partir de ces choses-là, on les évolue, on les fait évoluer. Et moi, pour moi, c'est un peu cette façon-là que j'adore travailler avec des archétypes, une chaise de jardin, un tabouret comme... Là, on voit ta collaboration avec Artec. Oui, voilà, la collaboration avec Artec, par exemple, c'est vraiment... pour moi, j'adore vraiment, et je suis très inspirée par ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour les iconiques, les archétypes qu'on utilise tous les jours et qui sont dans notre quotidien. Et comment on fait pour révéler une partie ou une autre d'un objet par exemple, dans ces 3 typologies de tabourets, il y en a un où je voulais vraiment, dans les 3, de toute façon, je voulais garder vraiment l'impact que le tabouret Artec, qui est iconique, ça reste. On le recouvre pas. On le reconnaît. Ouais, voilà, on le reconnaît. Et comment on fait pour donner une autre lecture avec d'autres matériaux. Voilà. D'ailleurs, sur le salon, tu présentes une chaise avec Airborne, qui est le fauteuil Butterfly Haha revisité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est juste à côté, si vous voulez aller le voir après. Oui, c'est pas loin. En fait, on a fait une collaboration où, pour moi, avec ma matière, donc je travaille les bouées de plage que je recycle, que je récupère quand elles sont en fin de vie, parce que ça se recycle pas. Et donc, ça fait quelques années que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait quelques années que je fais ça. Et donc, j'ai un peu développé une nouvelle matière où je découpe mes bouées, je les repasse, les nettoie. Et après, j'en crée une nouvelle matière. Parce que mon outil, c'est quand même la machine à coudre. C'est en lien avec ma formation de base. Et donc cette matière-là, en fait, elle peut venir sur plusieurs pièces maintenant. Et donc revisiter un iconique comme le AA, le Butterfly de Airborne, ça fait complètement sens, et je suis trop contente d'avoir cette collab. Désiré, toi, tu as choisi un médium ancestral, le tissage. Qu'est-ce que ça implique pour toi, l'héritage? Ma curiosité pour le textile a commencé en Turquie. Quand j'étais enfant, je voyais des kilim partout. Pour moi, ils ressemblaient à des jeux vidéo en pixels. Dans ma famille, le textile était toujours présent. Il avait des tissus persans du côté iranien de mon père.
Mon grand-père rapportait aussi des ikat ouzbeks et des tapis en soie de l'Ouzbékistan. J'ai des souvenirs très forts, des souvenirs tactiles liés à ce textile. Ma grand-mère m'a élevée et j'ai passé beaucoup de temps avec elle à la maison. Je la regardais tisser, tricoter et tendre les tissus. Cette génération a appris à faire durer les choses, créer, c'est à réparer, réutiliser et réinventer. C'est resté très profondément en moi. Pour moi, l'héritage, c'est qui se transmet et c'est qui façonne le présent. Merci. Atelier Craft, je vais vous poser la question à votre tour. Le mot héritage. Le mot héritage, il a beaucoup de sens chez nous. Alors dans notre pratique, on a une vision en fait de la matière qui est assez intéressante. On aime bien aller chercher du coup dans l'histoire française des références et nous on est de la génération où dans le design ou l'architecture l'idée c'était de créer quelque chose de neuf from scratch et du coup à partir de zéro et de créer une nouvelle identité. Chez nous l'idée c'est un peu de voir comment on peut plutôt accompagner une histoire et pas se penser comment dire, designer ultime et créer toujours des nouvelles choses. Et donc pour ce projet qu'on a fait pour les nouveaux ensembliers, donc qui était un salon en octobre dernier, c'est un bon exemple. On est sur chacun des éléments qu'on a créés venu hybrider deux imaginaires. On est venu hybrider par exemple sur l'architecture une vieille charpente qu'on allait chercher dans le nord de la France, qu'on a trouvée à 50 € sur le Bon Coin, avec l'idée de l'hybrider avec une histoire française qui est celle de la structure de Gustave Eiffel. Donc ce qui est intéressant, c'était dans ce projet-là, c'était qu'on nous a demandé de créer du coup un espace qui parle de l'ambassade de demain. Donc on a créé cette cuisine et du coup l'idée c'était que chacun des éléments qu'on avait dans ce pavillon pouvait parler de l'histoire française. Donc nous c'était l'idée de parler à la fois du coup de l'héritage qu'on a en tant que designer, en tant qu'architecte et en tant que Français et de parler de ce qu'on peut faire avec cet héritage-là aujourd'hui et comment on le transforme en tant que nouveau studio de design et en tout cas studio de design actuel. Donc chacun des éléments ont été traités de cette façon-là. Et là, l'image que vous voyez, on a à la fin de ce projet-là, on a fait un dîner avec Septime, qui est du coup un restaurant étoilé parisien, pour pouvoir questionner cette question du coup de cette cuisine, de la cuisine de demain, et la question de l'héritage, et qu'est-ce qu'on conserve d'une histoire passée, et comment on la transforme avec les nouvelles problématiques de société et les nouvelles valeurs que le monde défend. Et on partage du coup des valeurs de production, des valeurs de matériaux ou d'ingrédients avec Septime, des valeurs sociales, des valeurs de présentation, de décloisonner du coup nos pratiques. Et donc on a fait ce dîner qui représente du coup pour nous un peu la fin du projet, mais aussi le début d'une recherche sur la cuisine de demain et ce qui était le futur aussi de l'espace de cuisine de demain. Et on a invité du coup 2 personnes qui étaient reliées à la cuisine, 2 personnes du domaine du coup aussi du pouvoir du coup de l'ambassade et 2 personnes de l'institution qui nous invitait, et Roman et moi bien sûr qui étions là pour représenter le studio. Et l'idée voilà, c'était de parler de comment on conserve dans des objets, dans du savoir-faire, dans des nouvelles pratiques du coup qu'on peut appeler peut-être de néo-artisans ou néo-designers, l'héritage passé. Il ne faut pas gommer tout ce qui a été fait, à notre sens, notamment dans la cuisine. Donc c'était un bon sujet parce que la cuisine est vachement décloisonnée et déconstruite en ce moment. Comment on conserve tout ce qu'il y a de bon du passé et comment on le transforme aujourd'hui et ne pas du coup être dans un effacement total et dans des reconsidérations totales de nos métiers. Donc voilà, c'est un très beau projet pour pouvoir être empreint du coup des artisans, des savoir-faire et d'une histoire passée pour en recréer une nouvelle, quoi. Roman, tu as un mot à ajouter ou non? Tim, pardon, excuse-moi. Oula. Pas de souci. L'héritage, pour moi, c'est évidemment, on a un gros bagage, nous Français, avec les arts décoratifs. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est la matière, la forme et le savoir-faire.
En tout cas, là, dans ces deux objets-là, il y a vraiment ces trois piliers qui sont vraiment présents. Déjà, il y a le canage. Donc, je pense qu'on a tous vu à un moment dans notre vie une chaise canée, soit une chaise de bistrot ou un fauteuil à bascule, ou pour les aficionados de design, une chaise Chandigarh de Jeanne Ray. Donc, l'idée de ce siège, c'était vraiment de mettre en valeur ce savoir-faire. Aussi de travailler évidemment la forme qui peut parler à chacun, y voir justement un hommage au mobilier moderniste brésilien. Enfin, moi j'ai vécu au Brésil un petit bout de temps, je défendais du mobilier moderne brésilien, donc c'est vraiment très inspiré dans ce travail-là. Et dans la matière, c'est du noyer américain ici, et en fait il est composé en triplis pour que la partie avant du piétement soit structurellement stable. Et donc ça a été fait sur mesure, et avec les chutes de la matière de ce piétement, j'ai réussi à réaliser le tabouret. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de récupérer l'héritage de la chaise qui devient le tabouret en fait. Merci. Ce qui m'amène à faire une bonne transition. On a compris que les matériaux, c'était vraiment, c'est au cœur de vos processus créatifs à tous. Ils stimulent vos inspirations, mais aussi vos imaginaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment vous les choisissez, pourquoi et quel impact ils ont sur la réalisation finale? Eh bien, on va commencer par Atelier Craft avec ce projet, avec deux projets. On va parler de New Balance et du Tramendo après. Alors sur la question des matériaux, c'est intéressant parce que souvent on nous fait la remarque que dans nos projets il y a une esthétique atelier craft. Et je pense que cette esthétique elle est beaucoup liée aux matériaux, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche consciemment. C'est plutôt un effet collatéral de notre processus en fait créatif. Et ce qui nous intéresse en réalité réellement, c'est de créer des cycles et d'expérimenter certaines formes de circularité au sein de nos projets. Alors on a développé plusieurs formes de cycles comme ça. On en a un premier qui peut être d'utiliser, on va dire, le réemploi des objets de seconde main. C'est le cas, par exemple, dans ce projet qui était pour les 100 ans de New Balance. Donc, il fallait parler de l'histoire. Donc, tout le projet a été de venir chiner en fait, des anciens mobiliers qui sont un peu les meubles de nos grands-mères. Et on a essayé de poser la question de comment est-ce qu'on réinvente, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces vieux meubles de grand-mère et comment on crée le design de demain à partir de ces meubles-là. Donc là, en fait, on vient créer un cycle à partir d'un objet qui a déjà eu son propre cycle avant. Et je dirais qu'il peut y en avoir un autre cycle, ça peut être d'acheter des matériaux neufs. Dans ce cas-là, vu que la matière, on va aller la chercher neuve, tout l'enjeu pour nous, ça va être de réfléchir dans la conception à comment est-ce qu'on garantit le fait que ces matériaux puissent être réintégrés dans un cycle après. Ça veut dire de manière très très concrète qu'on va préférer des assemblages montables, démontables. On va penser la réversibilité de ce qu'on propose dès le début de la conception. On va éviter d'utiliser de la colle. On va avoir des assemblages qui sont comme ça apparents et qui créent cette esthétique atelier craft. Mais cette esthétique est issue en réalité d'un processus de conception. C'est pas une volonté esthétique de notre part. La dernière chose, c'est que comme on utilise des matériaux et qu'on fait en sorte qu'ils soient réutilisables plus tard, on aime bien les faire circuler entre nos projets. Et du coup, cette esthétique... Tu te mets les images du Tramendo si tu veux. Ouais. Du coup, cette esthétique où parfois on va nous dire « Ah, vous aimez bien tel type de profilé industriel » ou alors « Ah, vous aimez bien la pierre ». Donc là, on peut observer du marbre en bas à gauche de la photo. En fait, c'est pas une question qu'on aime bien utiliser ce type de matériaux, c'est qu'en fait, entre nos projets, c'est physiquement la même matière qui circule. Et comme on travaille beaucoup sur des projets qui sont temporaires, en fait, on va utiliser un matériau, on va monter le projet, ensuite on va le démonter, on va stocker cette matière et on va la réinjecter dans un autre sujet par la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Par exemple, donc là, on a refait toute la terrasse extérieure du Tramendo et on a à peu près 50% du bois qui est mis en œuvre, qui est du bois de réemploi,
qu'on a teinté. Donc en fait, on ne sait pas que c'est le même bois qui a été utilisé sur un autre projet. Et on avait besoin de créer du poids, du lest, pour que notre grand portique là à gauche il puisse soutenir cette toiture suspendue. Et donc on a réutilisé des blocs de marbre qu'on avait mis en œuvre pour un projet de sculpture à la Villa Médicis quelques années plus tôt et qu'on avait transporté à Paris, puis stocké, puis déplacé dans ce projet-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, il y a une question économique derrière, qui est que le Trabendo n'avait pas forcément un budget extensif pour ce projet et aurait jamais pu se permettre d'utiliser du marbre de travertin pour créer des petits gradins comme ça. Et en fait, le fait de faire circuler la matière 3, 4, 5 fois entre nos projets nous permet d'avoir rentabilisé suffisamment le matériau pour pouvoir l'offrir à moindre coût pour un projet qui nous tient vraiment à cœur. Mariana, alors toi, tu nous as parlé de ton amour pour les bouées de plage qui ne sont pas recyclables, mais avant tout, avant que tu nous parles de ça, ça illustre bien, où est-ce que tu les sources? Oui, les bouées, ça fait depuis l'été 2021 où je viens du sud en fait, donc là je m'étais accordé des vacances et une fois je vois sur la plage, à côté de la plage, à côté d'une poubelle, je vois une bouée et en fait je m'étais refusée d'utiliser du plastique dans mon travail parce que j'avais peur, en tant que designer, j'avais peur de la désirabilité qu'on donne au plastique. Alors que moi, dans ma vie quotidienne, j'essaie de minimiser le plus possible le plastique. Et là, j'en vois dans une... Donc, j'avais complètement arrêté de l'utiliser alors que j'étais très à l'aise déjà dans mes études à utiliser, traiter ce matériau. Mais par valeur... quand je l'ai vu dans cette poubelle-là, je faisais déjà beaucoup de sacs et d'accessoires et je me suis dit que ça pouvait être intéressant à traiter. Et j'ai appris plus tard que ça ne se recyclait pas. Il n'y a pas de filière de recyclable? Parce qu'une bouée, il y a 150 millions de bouées différentes avec des mix de plastique. Il y a du PVC, il y en a d'autres qui sont avec tant de pourcentage de PVC, de plastique, d'autres choses qui fait qu'ils ne peuvent pas le recycler encore. Et donc, soit ils l'enterrent, soit il est brûlé. Et donc, c'est hyper toxique et ça craint. Voilà. Et ça craint parce que c'est quand même une... Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la bouée, c'est incroyable parce que c'est vraiment un objet Madeleine de Proust pour tous. Donc, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, on voit une bouée, on est... vieux, jeune, peu importe la catégorie sociale, on voit un crocodile en bouée, boum, on part en vacances. Et on a un sourire sur le visage en général. Et du coup, c'est vraiment une matière complètement contrastée pour moi, où c'est vraiment très positif et très négatif en même temps, de par la durée de vie qui est très courte aussi, hein, comme tout le monde le sait. Et là, tu en as fait quelque chose de positif parce que tu le... Oui, c'est ce que j'essaye. Mais donc, c'est là où la matière... Du coup, la matière, je la source, pour répondre à ta question, je la source... c'est assez facile parce que finalement, il y en a tellement des déchets. Donc, je travaille avec des filières de recyclage, mais à la base, et mon plus gros, c'est les gens qui m'envoient des bouées. Et après, je vais en sourcer aussi en seconde main si je veux un crocodile en plus pour finir mon canapé crocodile ou quelque chose comme ça. Mais... Pas de mal à en trouver. Ah, pas du tout. Et mon atelier, je croule sous les bouées. Enfin, c'est vraiment... pardon, c'était ta deuxième question? Non, c'était ma question, effectivement. C'est comment tu sourçais ces bouées. Et par exemple, tu peux nous parler d'un autre projet que tu as fait pour Pollen, le flagship des Champs-Élysées? Oui. Oui. Là, c'est pas de la bouée. C'est pas de la bouée, c'est du cuir. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir choisi ce projet-là. Parce que ce projet, donc on l'a vu dans la slide d'avant, j'ai fait un fauteuil qui était présenté à la Design Parade 2024 à la Villa Noailles à Toulon. Et c'est un fauteuil que j'avais fait d'abord en bouée. Mais en fait, ça venait d'une autre recherche d'il y a 1 an ou 2 où j'avais des chutes pour une autre marque, j'avais des chutes de soie,
mais très petite et tout ça. Et je voulais vraiment utiliser ça. Et c'était vraiment dans une poubelle de choses que j'étais allée voir. Vraiment. Il fallait recycler quelque chose. Et puis moi, j'étais allée vraiment dans les vraies chutes. Et j'avais commencé à faire un patchwork avec cette matière-là, avec ces vrais rebuts. Et construire des laits de tissu en patchwork que j'avais après transformé en boudin, qu'on va l'appeler comme ça, c'est pas très sexy, mais en tube. Et ça m'avait permis de zoomer, parce que je suis très intéressée par le textile, comment c'est fait, c'est plusieurs tissages, on est beaucoup là à savoir, mais et je voulais vraiment zoomer dedans pour recréer de la matière par la même façon, et donc zoomer dans des fils qui sont faits à partir de chutes. Et donc la bouée, c'était la même chose. Et là, Pollen, donc on a fait le flagship store des Champs-Élysées, c'est après avoir vu la pièce bleue en bouée et comment, avec des laits de cuir, on peut recréer de la matière et recréer des matières un peu extravagantes, zoomer dedans, voilà. Belle aussi, parce que là, il y a un effet cuir tressé. Très beau. Et très, très dur. Trop dur. Mais très, très artisanal. Ou... Ah si, c'est confort massage taille. Tu vois, c'est confort, voilà. Tout le monde voit, je crois, quand je dis un truc comme ça. Merci. Toi aussi, Tim, tu as utilisé des chutes de cuir pour ce projet qui s'appelle Élévation. Oui, c'est ça. À la suite de mon exposition à Maison Objet il y a 3 ans déjà, cette boîte qui s'appelle Authentic Material m'a approché. Eux, donc, qui récupèrent des chutes de cuir de grandes entreprises françaises qui viennent rendre dans une matière quasiment de la poudre de cuir. Et donc, ils ont 2 gammes de produits, une qui est avec des polymères et l'autre qui est 100% cuir. Et ils ont réussi à compresser cette poudre pour rendre la matière solide. Et donc, ils voulaient un peu montrer les capacités de cette nouvelle matière, qui est donc 100% éco-responsable parce qu'elle est aussi très rare. Et j'ai fait une échelle parce que l'idée, c'était donc d'élever les chutes au rang d'une matière qui a encore du sens, en fait. Il y avait quelques contraintes, c'était le fait qu'il y avait très peu de ressources disponibles. Donc j'ai essayé d'automatiser le process en créant ces petits carrés qui sont sur une âme en bois et qui composent l'échelle. Et il y a vraiment aussi cette intention de répétition dans la matière. Mais c'est vrai qu'à la toute base, quand j'ai commencé à dessiner, le dessin prévalait sur les matériaux, et de plus en plus, en fait, je pense que ça dépend des projets, mais là, les prochaines créations vont vraiment mettre en avant les matériaux comme la résine, où il y aura des inclusions de verre dedans, toujours avec cet impact. Ce sera des déchets de verre, en fait, qui sont récupérés d'une verrerie, et de les inclure dans la résine pour essayer d'avoir le moins d'impact environnemental. Désiré, on te voit sur ces photos en train de travailler le tissage. Pour toi aussi, c'est très important, les matériaux que tu utilises. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ah oui, je commence généralement avec une image fixe. Je commence avec la matière, ce qu'elle peut faire, comment elle se comporte sur le métier tissé, comment elle résiste ou comment elle répond. Je travaille avec des matériaux naturels, synthétiques et recyclés. Sur le métier tissé, les différences doivent coexister. La douceur et la rigidité se rencontrent. Cette friction ouvre de nouvelles possibilités. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? C'est tout. C'est OK pour toi ? Tu veux parler plus ou ça va ? Désolée, mais ça va. Ça va. Oui. Okay. Merci en tout cas pour ton français. Ce qui m'emmène voilà, il y a encore des œuvres de Désiré là, vous pouvez voir le tissage, c'est toujours très coloré. Et à parler... Désolée. Ah non, vas-y. Sorry, are you asking pourquoi tu as choisi le textile comme medium ou non? Oh, it's okay. Ok, c'est bon. Donc là, peut-être on peut parler de la transmission
parce que j'aimerais vous interroger tous les 5 sur cette histoire de transmission. Qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre travail? Est-ce que ça passe par le partage, la mémoire, l'échange pour les générations qui viendront après vous? Voilà, c'est une vaste question, mais j'aimerais vous entendre sur ce qui fait forcément partie de votre travail. Je vais peut-être commencer avec toi sur ce projet que tu as proposé à la Design Week en septembre. Oui, en septembre dernier, qui s'appelle Plastic Glamping, pour rester dans le thème. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors sur le côté de la transmission, après je vais passer plus en détail sur le projet, mais je pense que pour moi, ce qui est important dans mon travail, c'est de rester dans le positif. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu as dit positif. C'est hyper important pour moi, même si moi, dans ma vie de tous les jours, je suis très déprimée par tout ce qui se passe. Mais je pense, dans mon travail, en fait, j'aime bien rester dans des choses complètement... pas enfantine, un petit peu enfantine, mais voilà, dans la nostalgie d'une autre époque, un peu dans des choses qui peuvent parler à différentes générations, donc des enfants. Là, par exemple, cette tente, en fait, ça faisait 2 ans que c'était bloqué dans ma tête et j'étais là, ah ouais, il faut que je fasse une tente en crocodile pour l'idée. En fait, c'est juste l'idée du camping, de cette idée romantique, ce cliché. En fait, ça m'intéresse beaucoup, les archétypes, encore une fois, mais de choses, de moments positifs pour les humains, pour la population, qui touche tout le monde en fait. Pareil, riche ou pauvre. Après, le glamping, c'est un peu une blague sur le camping un peu haut de gamme. Et là, un peu cette image là de plastic glamping, pour moi, c'est ce qui m'intéressait. Dans ma tête, c'est un monde futur, mais quand même dystopique. Moi, quand je le vis, quand je le crée, il y a des crocodiles qui sont échoués sur les branches des arbres, même en pleine montagne, ce qui se passe un petit peu avec l'Himalaya et tout ça. Mais bon, les crocodiles, c'est la mer. C'est l'eau, c'est un autre paysage, c'est un autre moment de la Terre. Et du coup, se dire que c'est un peu, pour moi, mon histoire avec cette tante, c'est un peu ce moment-là, c'est ce personnage qui est dans la montagne, qui essaye de reconstruire une vie ou un abri, quelque part où vivre, avec les codes de la civilisation d'aujourd'hui. Donc on veut un gros lit douillet, on veut une chaise, on veut du mou partout, du vert, des couleurs. Et donc c'est la première fois où je travaille la bouée comme ça en une seule couche, où ça m'a permis de recréer un peu des images de vitrail, où on peut s'échapper en fait, même en regardant juste la matière qui nous entoure. Et en créer quelque chose de positif, pour moi, c'était super intéressant. Après, je trouve ça difficile quand même, mais c'est quelque chose que je me force mais qui m'est naturel maintenant aussi, hein, bien sûr. Et là, c'était vraiment super parce que c'était 10 jours où il y a eu beaucoup de passages parce que c'était rue des Francs-Bourgeois à la direction des affaires culturelles. Et donc en plein marais, où plein de gens différents, pas que le monde du design, mais vraiment le monde de tout le monde du tourisme hyper international qui vient, et donc beaucoup d'enfants. Et alors ça, c'était magique parce que première fois où il y a un enfant qui arrive, je le vois même pas passer, il court à côté de moi, il rentre, il pose son sac et il saute sur le lit. Et en fait, c'est de voir des trucs comme ça, en fait, pour moi, ça me donne envie de continuer à faire des choses pareilles, parce que c'est après, même petit, il touche, il regarde, mais c'est quoi? Et c'est par le positif qu'on va se poser des questions sur la matière, parce qu'après, ah oui, bah tu sais, ça se recycle pas, donc nanana, nanana. Voilà. Merci. Tim, est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui s'appelle Totem Axis? Oui. D'abord pour la transmission. Oui, est-ce que ça peut rebondir sur ce projet? Moi, je trouve ça compliqué de dire ce que ces objets transmettent au public, mais je vais plutôt parler de ce que moi, on m'a transmis quand j'étais dans des galeries avec des antiquaires. C'était vraiment, c'est devenu des mentors, en fait. Il y avait un tel engouement pour une patine, un savoir-faire, la restauration d'un objet, que ça donnait vraiment envie de les aimer, ces objets de collection. Et
Et c'est vrai que là, du coup, ce que j'aime dans la transmission, c'est aussi en tout cas dans le patrimoine culturel, c'est la multiplicité créative qu'on peut avoir, et donc où il y a vraiment plein de sources qui viennent se mêler. Et par exemple, dans cet objet, il y a vraiment une volonté j'ai pas envie de faire trop de name dropping, mais voilà, il y a d'un côté la colonne sans fin de Constantin Brancusi, que j'adore, avec surtout l'importance du socle en bois, et le côté un peu ludique qu'on peut retrouver chez Ettore Sottsass, avec la couleur et le fait que ces modules qui sont en résine puissent se déplacer latéralement autour de l'axe de lumière. Et il y a un autre concept qui est un peu plus... c'est l'axis mundi, en fait, c'est le lien entre la terre et le ciel, et je trouvais que cette colonne faisait bien... portait bien ce message, en tout cas. Désiré, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton rapport à la transmission? Oui. Would you like me to explain the picture or the question? Sorry, I'm a bit lost on what we are doing. The boss, as you like. Oh, ok. J'ai appris à tisser en regardant ma grand-mère. Ses gestes sont rythmes. Rien n'était écrit. Le savoir se transmettait par la répétition et la pratique. Aujourd'hui, mon choix au métier tissé continue cette chaîne. Le métier tissé est un instrument de musique qu'on apprend à jouer. C'est une pratique du corps entier. Les mains, les yeux, les pieds et le rythme. Ce savoir se transmet en pratiquant. Le matériau aussi porte une mémoire, avant même que je le touche. Dans les œuvres exposées à Agenau, created by Victoire de Courtales, à la Monnaie de Paris, je travaille avec du tissu en champ de France, from 91530 Le Marais, de la laine filée à la main d'Anatolie, de teintures végétales de Turquie et de fils recyclés d'une filature italienne Vimar 1991. Ces matériaux relient la terre, l'héritage et le geste artisanal. Pour moi, la transmission est une manière d'avancer tout en restant lié à ce qui est venu avant. Merci Désiré. Je vais passer à vous et j'aimerais que vous nous parliez de cette chaise. Alors attendez, hop. Ah non, ouh là là, j'ai un petit problème de... Bon, on va remettre la chaise qui est... On y arrive. Là, normalement. Non, elle a sauté. Ah non, là, voilà. Parfait. Donc la chaise. Vous avez une chaise que vous déclinez en fonction de vos projets, de vos expériences. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment, pourquoi, et ça fait écho avec ce dont on a parlé pendant ce talk? Alors, déjà par rapport à la transmission chez nous, elle est à plusieurs endroits. Elle est déjà dans la question des cycles que Roman a évoqué tout à l'heure. La chaise, ce projet, ce produit est la bonne représentation d'un de nos cycles, qui est de se dire que on peut designer des objets qui peuvent aller de projet en projet et qu'ils peuvent voyager et transmettre certaines valeurs. Ce projet, du coup, cette chaise, donc la première que vous voyez à gauche avec le plateau noir, on l'a réalisée pour un dîner avec Guillaume Sanchez, qui est aussi chef étoilé, et c'était un dîner privé pour une soirée. Donc du coup, on avait 60 convives et un dîner d'une soirée digne d'un restaurant étoilé. Donc il fallait qu'on fasse du mobilier sur mesure, de qualité, aller au niveau de Guillaume. On a beaucoup travaillé, nous, dans l'événementiel, et la question de l'événementiel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées, qui sont jetables. Nous, en tant que designer et architecte, et par rapport à l'émotion qu'on a, nous, dans les objets, depuis le début de Craft, on a cette idée de se dire que c'est pas parce que c'est événementiel et temporaire que ça ne peut pas être de qualité. En fait, nous, ça nous prend le même temps de faire un objet qui est viable dans le temps que de faire un objet qui sera jeté.
Donc du coup, on a continué cette pensée-là et cet objet-là a été créé de cette façon-là en se disant ça va durer une soirée, donc on aurait très bien pu louer quelque chose, mais en fait la location coûte assez cher finalement pour une soirée pour 60 chaises et c'était le même montant ou même moins cher de fabriquer des chaises sur mesure et en plus qui sont uniques pour ce dîner-là pour Guillaume. La contrepartie, c'est qu'on a conservé du coup tout ce mobilier-là, on l'a fait sur mesure pour Guillaume, on a conservé ça pour le faire rentrer dans nos collections. Et aujourd'hui, c'est un objet du coup, qui voyage et qui se transforme selon nos clients. Donc la deuxième image au centre, on a loué du coup ces chaises-là pour Birkenstock. On a transformé la matière des plateaux et du dossier pour que ça corresponde à l'identité de la marque. Et la troisième image, c'est sur le même salon des ensembliers qu'on vous a présenté tout à l'heure, où on a transformé pour raconter une autre histoire avec de l'aluminium pour matcher avec l'histoire du coup du pavillon. Du coup, cet objet-là, donc, il est transmis de projet en projet, mais une des finalités aussi de transmission, nous, c'est de s'ouvrir au grand public. C'est de s'ouvrir à vous, de s'ouvrir à tous les participants, par exemple, de ce salon-là. Et on est en train de réfléchir à cette question de comment nous, en tant que studio design, on peut proposer des objets qui aient du sens au juste prix et qui puissent être accessibles aussi et transmis à une nouvelle génération. Du coup, on a l'envie que cette chaise puisse être achetée par des étudiants qui ont un pouvoir d'achat qui est moindre, qui n'ont pas les moyens de s'acheter cette chaise qui est très, très limitée. Et du coup, pour vous donner un exemple, dans cette chaise-là, il y a 100 € de vis. Donc 100 € déjà de vis sur le prix d'une chaise, c'est énorme. Donc du coup, on a créé ce cycle-là pour voir aussi comment nous, on peut amortir un objet et comment un jour, cette chaise-là pourrait être suffisamment amortie dans notre projet pour pouvoir être proposée à la vente et être vendue en seconde main. Et pouvoir transmettre du coup à la fois un objet, à la fois une pensée, à la fois l'idée que on peut acheter un objet qui a voyagé et qui est empreint de toute cet ADN, quoi. Et peut-être juste pour préciser, ce coût élevé de quincaillerie, c'est aussi la contrepartie de la garantie de la réparabilité complète de cette chaise. Et une deuxième chose, c'est que donc là, on voit l'objet chaise, mais il faut savoir que tous les profilés aluminium de cette chaise proviennent en réalité d'une scénographie qu'on a fait pour une exposition d'art contemporain. Et c'était des parois modulaires qui tenaient en force entre le sol et le plafond, et donc avec ces petits pieds vissables. Et on a réutilisé, je pense, 80% de la scénographie initiale pour faire cette collection de 60 chaises, quoi. Il nous reste 3 minutes. Je vais vous poser une dernière question que j'aime bien poser aux designers et aux artistes et aux créateurs parce que je trouve que c'est assez révélateur de plein de choses. Je vais vous demander quel serait votre projet rêvé, si voilà, votre client de rêve ou votre projet rêvé, même voilà, en auto-édition. Alors, je vous redonne la parole. Je l'ai déjà du coup évoqué un peu avec cette idée de chaise. Notre projet rêvé, c'est de s'ouvrir au grand public, déjà parce que nous, on est un studio design qui bosse beaucoup avec des professionnels, du coup on est en B2B. Notre questionnement aujourd'hui, c'est de comment on peut s'ouvrir au B2C et développer notre pensée de concepteur-faiseur et de montrer que c'est possible de faire de cette façon-là aujourd'hui. Et on est l'un des très rares acteurs à être concepteur-faiseur dans le milieu design de l'architecture. Et on veut proposer des objets du coup à la vente et de voir dans ce marché qui est du coup ici, chez Maison Objet, comment nous on peut s'implanter et proposer cette nouvelle démarche. Voilà. Du coup, ce serait de construire un atelier de conception, de fabrication avec un magasin, un restaurant aussi parce qu'on aime bien manger. T'as compris ça, et pourquoi pas une école pour transmettre encore davantage. Merci. Tim ? Moi, j'aimerais bien sortir un peu de l'objet et plus penser comme un ensemble. Et c'est vrai que je suis allé voir l'exposition aux arts décoratifs du centenaire de l'Art déco. Et l'Orient Express, revu par Maxime Dangiac, ça m'a donné assez envie de faire un compartiment de train, associer le luxe et le voyage et le savoir-faire à la française. Mariana ? Moi, c'est de pouvoir faire des gros projets en installation publique et des installations qui pourraient être en public et en galerie en recyclant toujours plus de plastique. Voilà. D'accord. Désirée, pour finir, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire ?
Oui, j'aimerais créer des espaces textiles immersifs et développer des objets tissés sculpturaux ou fonctionnels pour faire entrer le tissage dans la vie quotidienne, mais j'ai beaucoup d'autres rêves. Jusqu'à quand tu es en Australie? Ah, pardon. Tu es en Australie pour combien de mois? Ah, je suis pour 3 mois. Merci beaucoup. Merci à tous. Peut-être si vous avez des questions à la fin de ce talk, vous pourrez aller voir les créateurs et les designers qui seront ravis d'y répondre. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci beaucoup.